La décrue est générale dans l'ouest du pays. Après 4 jours d'inquiétude grandissante, le retour à la normale s'effectue rapidement, mais les dégâts sont importants. On ne connaîtra que demain le nom du grand vainqueur des élections en Grèce, mais tout porte à croire que M. Karamanlis remportera une victoire facile. Point culminant demain à Paris de la saison des prix littéraires avec la remise du prix Goncourt, nous vous rappellerons à la fin de ce journal les origines de ce prix. Le tiercé, le 8, le 7 et le 15 constituent la combinaison gagnante du tiercé qui se disputait aujourd'hui à Auteuil. Les rapports ne me sont pas parvenus. Nous vous les donnerons tout à l'heure dans Sport Dimanche, avec d'ailleurs le reste de l'actualité sportive de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Même si les méfaits des inondations sont loin d'être dissipés et l'ampleur des dégâts encore difficile à chiffrer dans l'ouest du pays, il n'en reste pas moins que pour la première fois depuis 4 jours, on respire un peu ce soir. Depuis le début de l'après-midi, la décrue est générale dans les départements qui étaient concernés, l'Ille-et-Vilaine, l'Orne, la Sarthe, le Calvados et la Mayenne. Les eaux ont baissé dans ces départements d'une trentaine de centimètres. Plusieurs quartiers de Rennes sont encore sous les eaux, mais la situation n'inspire plus ce soir d'inquiétude. Le soleil qui a brillé sur une grande partie du pays aujourd'hui, où on a connu, disons-le en passant, une température fort agréable pour la saison, ce soleil que vous aurez peu goûté sans doute si vous habitez dans l'ouest, a beaucoup contribué à cette décrue tant attendue. Le plan Orsec a été levé à 18 h sur Rennes et le bassin de la Vilaine. Il avait été déclenché hier matin. Les rues de la ville ne sont pas totalement dégagées, mais les équipements de télécommunication ont pu être réparés ou préservés. La décrue, amorcée par le retour du beau temps sur l'ouest de la France, se poursuit maintenant pour la Vilaine au rythme de 20 cm par heure. Ainsi, à Vitré, en amont de Rennes, les habitants ont-ils pu commencer à nettoyer leurs caves. La situation est analogue dans les autres départements touchés par les inondations, la Sarthe, le Calvados, mais surtout l'Orne et la Mayenne. Les autorités restent cependant vigilantes car des pluies sont annoncées pour cette nuit sur ces régions. Mais d'ores et déjà, le bilan de ces 2 jours d'inondation s'annonce lourd. La récente polémique entre messieurs Duclos et Poniatowski a eu des répercussions jusqu'à Moscou, où l'organe officiel, la Pravda, a relevé, je cite, les remarques hostiles au mouvement communiste développées par le ministre d'État français. À la suite de quoi le ministère de l'Intérieur a publié un communiqué précisant que M. Poniatowski ne retirait pas une virgule de son discours et que celui-ci, ce discours, n'était qu'une analyse du comportement et des attitudes du seul parti communiste français. En France, la semaine qui commence demain va être marquée sur le plan politique notamment par la fin de l'examen en première lecture du budget 75 à l'Assemblée nationale et par la réunion à la fin de la semaine, samedi, du comité directeur du Parti socialiste. Une semaine aussi très importante sur le plan social avec la poursuite, entre autres, du grave conflit au PTT et la grève nationale de mardi prochain. Le Premier ministre, M. Jacques Chirac, évoquera d'ailleurs les problèmes sociaux demain soir à la télévision. La semaine sociale débute dès lundi avec la 5e semaine de grève dans les PTT et des grèves tournantes à la SNCF. Trafic des trains perturbé jusqu'à vendredi matin. Mardi, grève nationale de protestation à l'appel de la CGT, de la CFDT et de la FEN. Ne s'associent pas FO, la CFTC et la CGC. Seront touchés entre autres les trains, le métro, le trafic aérien, l'enseignement, les commerçants Sidunati, certaines banques, la fonction publique, la radio et la télévision. Les transporteurs routiers en grève mardi et mercredi. Une semaine politique également chargée à l'Assemblée nationale. Les députés se prononceront sur le budget des PTT et de l'Intérieur mardi. Mercredi, examen des budgets du commissariat au plan et du commerce extérieur, puis les députés se prononceront sur l'ensemble du budget 75 en première lecture. Le Sénat, lui, engagera à son tour la discussion budgétaire vendredi. Parallèlement, la commission de l'Assemblée nationale des affaires culturelles et sociales entamera mercredi l'examen du projet de loi sur l'interruption de grossesse. Du côté des partis, meeting du Parti socialiste mercredi à la Mutualité. Samedi, son comité directeur appréciera la situation créée par la polémique avec les communistes. UDR, comité central vendredi pour préparer le Conseil national de décembre. Sur le plan européen, les ministres des Affaires étrangères réunis demain à Paris poursuivront la préparation
du sommet européen qui devrait avoir lieu les 9 et 10 décembre. Demain encore à Bruxelles, les ministres des Finances se pencheront à nouveau sur la lutte contre l'inflation et la situation de l'emploi. Les ministres de l'Agriculture examineront le dossier du sucre. À Paris, fin du colloque des radicaux de gauche. Robert Fabre, le président de ce mouvement, a réaffirmé à cette occasion l'engagement de ses amis vis-à-vis du programme commun et de la stratégie de l'union de la gauche, un engagement qu'il considère comme irréversible. Robert Fabre a ensuite souhaité la création d'une commission permanente dans laquelle les personnalités venues au colloque d'horizons parfois différents pourraient poursuivre le dialogue ainsi amorcé. Le leader des radicaux de gauche a ensuite évoqué les espoirs de son mouvement quant à son avenir au sein de la gauche. Dans le même temps où nous proclamons notre loyauté vis-à-vis de nos partenaires, dans le même temps où nous proclamons notre attachement à l'union de la gauche, qui pourrait nous reprocher d'avoir le désir, comme nos autres partenaires, de nous affermir, de nous structurer, de nous développer, de nous ouvrir? Enfin, eux-mêmes n'ont-ils pas donné l'exemple de cette ouverture, et nous ne leur reprochons pas. Certains l'ont fait même au soir de l'élection présidentielle, vous ne l'avez pas oublié. Eh bien, aujourd'hui, nous, avec le temps de réflexion qui nous apparaissait nécessaire, et sans bousculer pour autant ceux qui veulent venir avec nous, nous leur disons que nous sommes prêts à essayer de bâtir quelque chose ensemble. Congrès de l'UNAF, l'Union des associations familiales, aujourd'hui à Saint-Étienne. Jean-Pierre Soisson, le secrétaire d'État aux universités, a annoncé une réforme des bourses dès la prochaine rentrée scolaire. Il a annoncé également son intention de modifier le régime des cités et des restaurants universitaires pour en faire, a-t-il dit, des brasseries. Michel Durafour, le ministre du Travail, s'est déclaré quant à lui prêt à ouvrir des négociations sur la garantie du pouvoir d'achat des allocations familiales. Un service du courrier commercial a été mis en place par les chambres de commerce et d'industrie sur l'ensemble du pays pour faire face à la grève des PTT qui perturbe gravement l'activité des entreprises. Ce service, réservé à ces entreprises pour les plis urgents, est assuré en liaison avec les unions patronales affiliées au CNPF. Les transports seront gratuits pour les soldats en permission. Jacques Soufflet, le ministre de la Défense, l'annonce dans une réponse écrite à un député. Cette disposition, précise-t-il, fait partie d'un train de mesures en préparation, mesures qui amélioreront les conditions du service national. Le Front National a tenu pendant 2 jours à Paris son Conseil national. Jean-Marie Le Pen, le leader de ce mouvement, s'est élevé au cours d'une conférence de presse contre le libéralisme du projet de loi sur l'avortement et il a dénoncé la politisation des mouvements sociaux actuels. On sait donc depuis ce matin de quoi souffre M. Chou En-lai. La discrétion des responsables chinois, à tous égards, alimente régulièrement les spéculations sur leur propre santé. N'a-t-on pas déjà annoncé 2 ou 3 fois la mort de Mao Tse-tung? C'est peut-être ces fausses nouvelles, diffusées dans le passé, qui ont amené les Chinois à laisser savoir que M. Chou En-lai, âgé de 76 ans, le numéro 2 de la Chine, avait été opéré d'un cancer à l'estomac. L'opération remonte à 2 ou 3 mois, on ne sait pas très exactement, et elle s'est, semble-t-il, bien passée. Il se confirme ce que nous vous laissions d'ailleurs entendre dans l'édition de 13 heures, la menace d'une guerre au Proche-Orient semble provisoirement écartée. Les rumeurs qui circulaient à cet égard depuis 48 heures relevaient plus, sans doute, de la guerre psychologique, bien qu'elles fussent accompagnées de faits concrets, par exemple le rappel des réservistes en Égypte. Pour l'heure, l'inquiétude, en fait, doit habiter les responsables israéliens qui voient se développer en Cisjordanie une situation effectivement pour eux dangereuse. De nouvelles manifestations ont été organisées aujourd'hui dans plusieurs villes de Cisjordanie, manifestations naturellement favorables à l'organisation de libération de la Palestine. À la suite des manifestations d'hier qui ont fait une victime, une jeune fille qui aurait été tuée par les pierres lancées par les manifestants, le calme, un calme pesant et précaire, s'est abattu aujourd'hui sur la Cisjordanie. Les villes sont quadrillées par les soldats israéliens qui patrouillent sans cesse le doigt sur la détente de leurs fusils mitrailleurs.
La Cisjordanie, après la détente qui semble s'amorcer depuis quelques heures seulement dans l'ensemble du Proche-Orient, reste une épine dangereuse enfoncée dans le flanc du dispositif israélien. En effet, les Arabes manifestent ici, se soulèvent même parfois à visage découvert devant les forces israéliennes. Et même encore aujourd'hui, ce sont des manifestations sporadiques du genre de celle-ci qui laissent peser un climat lourd, étendu, au milieu des signes de détente. Ce sont surtout les étudiants qui ont manifesté, scandant des slogans tels que « La Palestine aux Palestiniens » ou « Vive Arafat », et ceci sous le regard vigilant mais nerveux des soldats israéliens. De tous les territoires sous le contrôle d'Israël, la Cisjordanie reste probablement le plus dangereux, un tonneau de poudre toujours prêt à éclater et mettre ainsi le feu au reste du Proche-Orient. Les Grecs ont voté aujourd'hui en toute liberté. Cela ne leur était pas arrivé depuis février 64. Le scrutin s'est déroulé entre le lever et le coucher du soleil, mais il faisait encore nuit ce matin que déjà des files d'électeurs attendaient devant les bureaux de vote. Les Grecs ont voté massivement, mais il faut savoir qu'ici, le vote est obligatoire. D'autres différences de procédure apparaissent surprenantes. Dans les villes, par exemple, les hommes et les femmes votent dans des bureaux différents. Les urnes sont installées dans les écoles, mais très souvent aussi dans les cafés ou les brasseries. Il est vrai que toute vente d'alcool est interdite depuis hier soir sur l'ensemble du pays. Quant au dépouillement du scrutin, il n'est pas public. Mais chaque bureau de vote est présidé par un juge, assisté d'un représentant de chaque parti. Les résultats connus jusqu'à présent sont trop peu nombreux pour avoir une réelle signification. Disons simplement qu'ils donnent Constantin Karamanlis vainqueur avec la majorité absolue. Mais ce jour d'élection est aussi un jour du souvenir pour les Grecs. Il y a un an, le 17 novembre 73, la révolte des étudiants de l'école polytechnique, réprimée dans le sang, marquait le début de l'effondrement de la dictature militaire. Tout au long du jour, les Grecs ont défilé devant l'école, certains pleuraient, d'autres accrochaient aux grilles des bouquets de fleurs, et ces gestes ont donné à cette journée une gravité particulière. Du nouveau du côté de nos confrères de la presse écrite, le journal Libération va reparaître à partir de demain après une interruption de 4 mois. Le journal sera présenté avec une nouvelle formule de 12 pages 4 fois par semaine et 16 pages le mardi et le vendredi. Un communiqué de ce journal indique que Libération reprend sa place pour une information libre et plus irrespectueuse, plus nécessaire que jamais. Du nouveau aussi du côté du Figaro, qui va sortir demain le premier numéro d'une nouvelle formule. Jean d'Ormesson a d'ailleurs expliqué, le directeur du Figaro, cette nouvelle formule à Patrice Duhamel. Eh bien, nous avons essayé de faire un journal qui soit plus facile à lire, plus rapide, plus jeune et mieux ordonné. Nous avons divisé le journal en 3 grands tomes. Un tome étranger qui s'ouvre presque comme un nouveau journal, un tome France qui est de nouveau une sorte de première page, et enfin, en dernière page, l'ouverture du 3e tome du journal, qui sera surtout à dominante culturelle. Culture, naturellement, au sens large du terme. En outre, la première page sera consacrée essentiellement à l'information et sera donc libérée le plus possible d'articles de fond qui passeront en seconde page. En effet, en seconde page, nous aurons 2 fois par semaine une page éditoriale, c'est-à-dire des réflexions, des commentaires, des opinions, soit du journal, soit de personnes invitées. Et les autres jours de la semaine, nous aurons, comme ici, une grande enquête ou un grand reportage. Pourquoi avoir décidé ce changement, ce nouveau Figaro? L'ancienne formule avait-elle trop vieilli? Eh bien, vous savez, le Figaro est une grande et vieille institution. Rien ne vieillit comme les institutions, et je crois, sans vouloir céder à la mode, qu'il faut de temps en temps donner un coup de plumeau et rajeunir et renouveler la formule. C'est ce que nous avons voulu faire aujourd'hui. La gymnastique chinoise est l'une des meilleures du monde.
Après la première et brève tournée qu'ils viennent d'effectuer en France, on est désormais fixé sur la valeur des gymnastes chinois. Les hommes comme les dames ont littéralement enthousiasmé le public français. Au stade de Coubertin, ils ont largement dominé les tricolores. Dans 2 ans, aux Jeux de Montréal, les Chinois seront très certainement candidats aux places d'honneur. J'ai trouvé par rapport aux Japonais qui ont une force explosive, qui sont extrêmement vifs, le Chinois est peut-être encore plus décontracté, plus lié, plus félin, et il donne toujours cette impression de réaliser les mouvements avec facilité. Je crois que c'est un style. Il y a comme un retard, il y a un temps de suspension, comme les basketteurs ont un temps de suspension dans un shoot, au panier. Ils ont ce temps de suspension dans l'espace, sur des reprises d'appui. Ça, c'est vraiment caractéristique. Les jeunes filles à la poutre, jeunes filles chinoises, ont réalisé des éléments non seulement acrobatiques, mais des abaissements, des sauts, des sautillés, des exercices de souplesse, des grands bonds, avec un rythme soutenu. Et véritablement avec un tempo qui nous fait regretter que la poutre ne soit pas réalisée avec un thème musical comme l'exercice au sol. Je crois que ça serait aussi un spectacle extraordinaire. L'équipe féminine chinoise a fait très forte impression. Dans la hiérarchie mondiale, on peut la situer pratiquement à la 2e place derrière l'Union soviétique. 4 fois médaille d'or aux Jeux asiatiques de Téhéran, Chiang Shaoyi est l'incontestable vedette de cette équipe de Chine. Nous la voyons évoluer dans un exercice au sol. La tournée que j'ai faite avec les gymnastes chinois en France, eh bien, m'a très agréablement surpris. Ils sont doux, ils sont amicaux, et ils ont un caractère constant. Et ça, je pense que c'est important en gymnastique, parce qu'on dit toujours que le Français manque de constance dans l'effort, et le Chinois, lui, alors, on n'a pas remarqué un geste de mauvaise humeur, un travail continu. Et il remet sans cesse en question ses propres connaissances en gymnastique. Un 9,80, c'est comme chez les Japonais ou les Russes, ça ne les satisfait pas. Le public français a également découvert ce mois-ci le volley-ball chinois. Aux championnats du monde qui viennent de se disputer à Mexico, les volleyeurs chinois s'étaient classés à la 14e place devant l'équipe de France. Une équipe de France qu'ils avaient dominée au terme d'un des plus longs matchs du championnat. Le 5e set notamment avait duré pas moins de 40 minutes. À Paris, les tricolores ont pris leur revanche en l'emportant par 3-7 à 2. Le volley chinois est un jeu rapide, pris sur des déviations de balles, où les réflexes sont beaucoup plus grands que chez nous Européens, et de ce fait beaucoup plus spectaculaires. Et nous, Français, nous apprenons beaucoup à contacter tous les Asiatiques, et en particulier les Chinois, parce qu'ils sont à notre portée sportive. Et les Japonais, par exemple, sont beaucoup trop forts pour nous. Ils ont parfaitement séduit le public français par leur jeu et par leur tenue. Le résultat n'a pas, certainement, c'est une opinion personnelle, le résultat a moins d'importance pour un Chinois, probablement que pour un Français. Demain, à l'heure du déjeuner, un grand restaurant parisien va être le théâtre, comme chaque année à cette époque, depuis maintenant 3/4 de siècle, d'une sorte de cérémonie très sérieuse et qui se termine toujours, c'est devenu une tradition, par une bousculade monumentale. Il s'agit de la remise du fameux prix Goncourt, le plus prestigieux de la saison littéraire. 10 académiciens vont donc se prononcer demain, après avoir lu chacun en principe quelques 300 ouvrages. Il n'en restera qu'un et ce sera le bon. Mais savez-vous quelles sont les origines intéressantes de ce prix? Alain Beverini nous les raconte avec Armand Lanoux, le secrétaire général du prix Goncourt. Messieurs, le prix Goncourt pour 1933 est décerné à monsieur André Malraux.
son roman La condition humaine. Il est d'usage, après tout prix littéraire, d'expliquer parfois et comment le livre qu'on a écrit doit plaire à tous. Je désire qu'il n'y ait aucune équivoque sur le mien. J'ai essayé d'exprimer la seule chose qui me tienne à cœur et de montrer quelques images de la grandeur humaine. En 1933, l'Académie Goncourt couronnait André Malraux. L'Académie Goncourt, une véritable institution qui, depuis 3/4 de siècle, révèle les meilleurs écrivains français. Et cependant, combien d'auteurs aujourd'hui célèbres a-t-elle ignoré? De Mauriac à Monterland, de Céline à Green, de Barrès à Aragon, que d'oublis graves. Combien de querelles et de batailles le prix Goncourt a-t-il soulevé, mais n'était-ce pas dans l'intérêt de la littérature? Point de départ de la saison littéraire, le prix Goncourt est chaque année contesté. Mais sait-on que les académiciens Goncourt s'efforcent, lors des délibérations, de respecter le testament littéraire des frères Goncourt? Armand Lanoux, secrétaire de l'Académie, nous précise quels sont les critères d'attribution selon Edmond de Goncourt lui-même. Ce prix sera donné au meilleur roman, au meilleur recueil de nouvelles. Ça, c'est une chose que l'on a fait très rarement. Au meilleur volume d'impression. Ça, c'est une chose qui n'a jamais été faite et c'est pas très clair. La notion d'impression, nous ne savons pas très exactement ce qu'Edmond de Goncourt voulait dire. Impression de voyage, souvenir, probablement, ça c'est là. Au meilleur volume d'imagination, en prose, et là nous savons très bien, et exclusivement en prose, publié dans la vie. Voilà. Ça, c'est le destin. Voilà ce qui était dans la pensée d'Edmond de Goncourt et qui est capital. À servir à chaque sociétaire une rente annuelle et viagère de 6 000 francs, soit pour tous les membres 60 000 francs, à donner chaque année un prix de 5 000 francs à un ouvrage littéraire. Et c'est là que se trouve la clé de l'évolution et l'histoire de la compagnie. Dans l'esprit d'Edmond de Goncourt, l'Académie Goncourt était faite pour compenser ce que son existence avait pu avoir de laborieux et ce qu'il avait vu de laborieux dans l'existence de ses meilleurs amis des lettres. Il voulait donc avant tout, et c'était sa première pensée, mettre à l'abri des travaux subalternes les 10 écrivains qu'il considérait comme les meilleurs écrivains en prose de son époque. Et accessoirement, dans ce que j'appellerais une opération de public relations très réussie, pour qu'on en parle chaque année, il a eu cette merveilleuse idée publicitaire du prix Goncourt. Tous les ans, on serait ainsi obligé de reparler de l'Académie Goncourt, et il ne s'est pas trompé. Il a réussi son opération. C'est vrai, il n'avait pas prévu un certain nombre de choses. Il n'avait pas prévu les 2 guerres. Il n'avait pas prévu qu'un franc de 1900 ne vaudrait plus que la 400e partie 70 ans après. Et que par conséquent, les francs restant constants, la somme qu'il donnait pour chacun devenait de plus en plus dérisoire. Il y a maintenant de quoi acheter un certain nombre de paquets de cigarettes ou quelques boîtes de cigares par an et c'est terminé. Alors que par le jeu inverse de l'économie et de la sociologie allait se dérouler le phénomène du best-seller, de la vente de masse. Les premiers prix Goncourt qui sont attribués ne déplacent pas grand-chose au point de vue vente des volumes. C'est 500, 1000, 1500 exemplaires. Entre les 2 guerres, on arrive tout doucement, avec la montée générale des tirages, vers 100 000 exemplaires. Après 1945, la probabilité de vente d'un prix Goncourt est d'environ entre 100 et 150 000 exemplaires. Et maintenant, nous en sommes à une probabilité de vente de 250 000 exemplaires. Et quand on voit l'ensemble de la courbe, on commence à s'affoler, à avoir la gorge prise. Parce que pourquoi pas 500 000 dans 5 ans? Et pourquoi pas 1 million dans 15 ans? Voilà ce qui nous fait peur et ce qui aurait affolé les Goncourt. 250 000 exemplaires vendus rapportent environ 1 million de francs à l'éditeur et 500 000 francs de droits d'auteur au lauréat. Il ne faut pas s'étonner si des amis très chers, comme Pierre Macorlan, disaient « Ah non, moi je ne... non, ce garçon-là, on en est à son 2e livre, ou on en est à son 1er livre. Bien sûr, il y a du talent qui se manifeste, mais moi je ne suis pas sûr du tout que ça va être un écrivain. Je ne veux pas donner 50 millions d'anciens francs à un garçon qui va se dépêcher d'acheter une chaîne de prêt-à-porter. »
Demain, avant le traditionnel déjeuner, les académiciens auront désigné l'heureux lauréat 1974. Souhaitons avec eux découvrir un véritable écrivain. Voilà rapidement les rapports du tiercé que je viens tout juste de recevoir. Il fallait jouer, je vous le rappelle, le 8, le 7 et le 15, ce qui rapporte 153 francs pour 3 francs et 30 francs 60 pour 3 francs. Cette édition est terminée. Vous retrouverez tout à l'heure en fin de programme Jean-François Delassus qui vous présentera 24 heures dernières. Merci de votre attention et bonne soirée.